votre club de lecture Le Bouquineur. Aujourd'hui, notre invité, M. Normand Payette, auteur du livre Les Surveillants du fleuve, Incursion des Allemands sur le Saint-Laurent, 1937-1945. Et nous avons bien sûr nos collaboratrices, Monique Barriot et Micheline Saint-Arnaud. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, M. Payette. Bonjour, Mme Verville. Merci de me recevoir. Ça me fait un très grand plaisir. Et vous avez toute une brique, là, ici, là. Oui, madame. Vous habitez l'île d'Orléans maintenant. Vous avez 78 ans? Exactement. Pas... Oui. Exactement. Vous avez commencé à écrire à 70 ans. À peu près, ouais, À peu 70. Ouais, disons, ça m'a pris 3-4 ans de l'écrire. Le livre est sorti en 2016, la première édition. Là, je l'ai réédité. Oui, attends, 3-4 ans. Oui, oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Et beaucoup de plaisir à l'écrire. Oui, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire sur ce sujet-là? C'est arrivé drôlement, je dirais. Comme je demeure à l'île d'Orléans, une île en plein milieu du fleuve, à un moment donné, je vais aller voir, j'ai été sur Internet, puis je regardais les îles sur le Saint-Laurent. Mais quand j'ai commencé à regarder ça, la quantité d'îles, la longueur du fleuve, la beauté du fleuve, puis là, à un moment donné, je suis tombé sur un sujet, tout entier, à force de fouiller, on tombe sur des affaires qu'on ne s'attend pas. J'ai tombé sur la bataille du Saint-Laurent. Mais si vous allez aujourd'hui sur YouTube, sur votre Internet, là, oui. Puis marquez la bataille du Saint-Laurent, vous allez avoir des reportages de gens qui l'ont vécu de ce temps-là. J'ai vu même un reportage, on voit des attaques des sous-marins. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est arrivé. J'ai vu un reportage même de Radio-Canada qui filmait les deux attaques de bateaux. Alors, là, j'ai commencé à écrire ça, puis je l'ai commencé avec des personnages. Et puis, de fil en aiguille, plus ça allait, plus je trouvais de l'information, j'avais tellement de plaisir à écrire là-dessus, là, que c'était vraiment formidable. Okay. Puis, c'est tout à l'heure, quand vous avez mentionné le titre, vous voyez, j'ai mentionné 1937-45. Ouais. La raison, c'est-à-dire, j'essaie de suivre les années de guerre. C'est que la raison que j'ai voulu commencer en 1937, c'est un fait qui s'est passé au Québec, que les gens ne savaient pas. Cette année-là, notre premier ministre du temps, qui était Mackenzie King, il est allé en Allemagne, il a rencontré Hitler, il a été reçu, il y en a même qui ont dit qu'il était même reçu pratiquement comme un roi. Il a été très, très bien reçu. Mais pendant cette année-là, ici au Québec, les Allemands avaient envoyé des conseillers. Okay. Je vous ai apporté une page qui est sortie d'un journal dans le temps, qui était l'histoire. Ça, c'est la vraie photo des personnages qui étaient venus. Il y avait 13 conseillers. Et ils se sont fait passer pour des conseillers forestiers, ils sont venus ici dans le but d'analyser l'île d'Anticosti, prendre le bois qu'il y avait là, puis l'envoyer en Allemagne. Bien, c'était, si on regarde dans tout ça, je pense que les Allemands voulaient à ce moment-là acheter l'île dans le but de contrôler les entrées et sorties de bateaux. Ah, oui. Probablement déjà qu'en 1937, l'Allemagne commençait déjà à préparer la guerre. Alors, c'était une des raisons. Tu sais, la tentative allemande d'acheter l'île d'Anticosti, alors ça a fait toute une bataille. Ça a appartenu pour commencer à un particulier qui était Henri Meunier. Henri Meunier, qui était un chocolatier français dans le temps. Lui avait acheté l'île, il avait assez d'argent. Il voulait se faire un territoire de chasse. Ah bon? Alors, territoire de chasse, l'île d'Anticosti, pour donner une note de grandeur, là, c'est la distance Montréal-Québec. Et puis, il avait amené, lui, des cerfs. Aujourd'hui, il y en a encore encore un territoire de chasse là-bas. Oui. Alors ça a été... J'ai voulu mentionner aux gens, là je vais juste lire un petit peu en résumé, là, question de temps. Là. Mais c'est pour ça que j'ai voulu commencer en 1937, pour dire aux gens qu'est-ce qui s'est passé chez nous, on ne savait pas. Alors, Mackenzie King a amené ça à M. Duplessis, puis M. Duplessis a dit, écoutez, l'île appartient en particulier, elle n'appartient pas au gouvernement du Québec. Vous voulez avoir le bois? Pas de problème. On va couper le bois, on va le mettre sur le bateau, on va vous le livrer, vous allez nous payer, c'est tout. Mais on ne vous vendra pas l'île. Alors, ça s'est arrêté là à un moment donné. Ah bon? Ça a été un des grands bras droits de le maréchal Göring qui a voulu négocier à ce moment-là avec... On l'échappait belle. L'échappée belle, oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Puis après ça, mais je continue. C'est que comme mon livre, tout en étant romancé, c'est un thriller historique. Alors, quand je commence en 1938, je vais mentionner toutes sortes de petites notes, si vous voulez, historiques. Mettons un exemple, la date, le droit de vote des femmes, le pape Pie XII quand il est arrivé. Le pape Pie XII qui a écrit à Hitler. Alors, je battais tout ça. Mais
Concernant l'incursion des Allemands, ça, c'est en 1942. OK. Alors, l'incursion des Allemands, ça a commencé le 11 mai. Première attaque, ça s'est fait, mettons, vers la fin de la soirée, mettons, vers 11 heures. Puis le deuxième, ça, le premier bateau qui était coulé. Puis peut-être, mettons, 1h30, 2h du matin, le deuxième était coulé. Alors, le gouvernement, à ce moment-là, avait mentionné aux médias du temps. Les médias du temps étaient les journaux, puis la radio. Alors, mettons, Radio-Canada, puis... c'est cassé, je pense, dans ce temps-là. Puis les journaux, il y avait le Soleil, il y avait le... Alors, ils ont mentionné de ne pas divulguer aucune information. Il y a eu 3 raisons de ne pas divulguer l'information des attaques de sous-marins. La première des choses, c'était de ne pas apeurer, si vous voulez, les résidents de des places. Ensuite de ça, vous aviez... on ne voulait pas que les Allemands soient au courant de ce qui se passait, qu'ils soient au courant de ce qu'ils ont torpillé. Puis en même temps, l'immensité du territoire, quand vous regardez le golfe Saint-Laurent, vous regardez le fleuve Saint-Laurent, c'est large, c'est grand, là. Alors, vous savez, la technologie de ce temps-là, il n'y avait pas la possibilité, si vous voulez, de tout contrôler ce qui se passait, là, tu sais. Alors, c'était un petit peu ça que je raconte en même temps. Puis, dans mon livre, à la page 386, pour vous donner une idée, il y a 29 bateaux qui ont été torpillés dans le fleuve. Sur les 29, il y en a 4 qui ont été juste endommagés, mais assez endommagés pour qu'ils n'étaient plus serviables. Alors, dans ce que je fais un résumé, si vous voulez, en marquant la date que c'est arrivé, le nom des bateaux, le nom des capitaines, des sous-marins, le nom du commandant du sous-marin, l'endroit qui a été torpillé. Alors, c'est ça. Tout ce qui est fait historique, c'est véridique. Oui. Tout ce que j'ai marqué au niveau des faits historiques, c'est véridique. Mais les personnages que j'ai aussi à l'intérieur de ça, c'est vraiment savoureux. Il y a de l'amour, vous savez. Il y a de l'amour aussi là-dedans. Vous savez, il y a des madames là, qui ont regardé mon livre. Ah, c'est de la guerre. Oui, mais j'ai bien plus de femmes qui m'ont dit que mon livre était intéressant que de gars. Ah oui? Mais jamais, chère madame, que j'ai eu de mauvais commentaires sur mon livre. Les gens ont eu du plaisir à lire mon livre. Normand, merci de nous avoir présenté ce livre-là. Oui. On apprend des choses. Ben oui, c'est alors, ça. Moi, dans le fond, madame et mesdames, aujourd'hui, là, mon intérêt, quand je me suis aperçu que les gens aimaient l'information que je transmettais, ça m'encourage moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les Québécois soient au courant de ce qui s'est passé de cette période. Oui. Vous savez, quand on parle des patriotes, à cette période de temps-là, vous savez, quand le premier bateau puis le deuxième bateau ont été torpillés, les gens embarquaient dans leur chaloupe. Vous savez, quand vous voyez qu'il y a une explosion qui est à peu près à 15 km de vous, les gens embarquaient dans leur chaloupe pour aller sauver les naufragés. Puis souvent, des fois, le sous-marin remontait à la surface, puis il regarde l'affaire. Alors, ça, c'est des choses qui se sont passées. Oui. Mais il y en a un sous-marin, ça s'est passé sur le côté de l'Atlantique, que j'en parle un peu, je pense que c'était le U-752. C'était un bateau de pêche qui était là. Il ne voulait pas prendre une torpille pour couler un bateau Alors, il est venu à la surface, les pêcheurs, drapeau blanc, les mains en l'air, mais les Allemands les ont tirés. Ils les ont tirés, puis ont coulé le bateau avec un coup de canon. Vous savez, quand vous regardez les sous-marins, il y en a différentes sortes. On voit souvent un canon dessus en avant. Ils l'ont coulé avec ça. Mais si ces gens-là, ce sous-marin-là a été torpillé par il a été bombardé par les avions canadiens. C'est le seul qui a été vraiment descendu par les Canadiens. Jamais les Canadiens ont été capables de couler un sous-marin. Ah non? Jamais. On en a endommagé. Et puis, ça a été ça. Puis lorsque, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, lorsque les 2 premiers bateaux ont été torpillés, le gouvernement canadien, comme je vous ai mentionné, il n'a plus parler de ça. Mais il est arrivé à un moment donné, ils ont coulé un bateau, un traversier qui partait du Cap-Breton, puis il s'en allait à Port-au-Basque, à Terre-Neuve. Puis à 20 000 des côtes, il y a un sous-marin qui l'a vu, puis il l'a coulé. Puis quand le coulant, ils ont tué une centaine de personnes, puis il y en a été à 236, au moins une centaine de morts, plus la balance. Mais là, le gouvernement ne pouvait plus rien arrêter. Là, ça s'est devenu une information qui s'est en haleine internationale. Alors, ça, c'est des faits là, qui se passent dans ça. Là. Oui. Et puis, mais parlez-nous un petit peu, je suis une femme, Oui. La romance, j'aime ça. Parlez-nous un petit peu des personnages, là, aussi. Dans mes personnages, d'abord, mon personnage principal, c'est un directeur de la GRC. C'est un personnage que j'ai donné, vous savez, que la GRC, c'est tous des Anglais. Alors moi, mon personnage, j'ai donné un nom québécois. Il s'appelle Conrad Tremblay, pour faire plaisir aux gens du Lac-Saint-Jean.
de cette région-là, pour la bonne raison, c'est que dans mon livre, ça se passe beaucoup plus Côte-Nord, puis si vous voulez, surtout Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Alors, les gens qui viennent de la Gaspésie ou du Bas-Saint-Laurent vont avoir plaisir à le lire. Puis j'ai fait à la fin de mon livre une carte avec une autre carte où j'ai mis de tous les endroits que je parle dans mon livre. Alors, dans mes personnages, il y a des Allemands. Wolfgang Ashton, Karl von Aspen, puis là, Nadine Gontard, qui est une Française qui a marié un officier sous-marinier allemand. Alors, j'ai créé toutes sortes. Moi, dans mon livre, madame, là, les espions allemands, ils meurent. Mais les Allemands gagnent la guerre chez nous parce que c'est eux autres qui ont torpillé les bateaux. Alors, tu sais. Ben oui. Non, mais les personnages que j'ai, quand je parle des surveillants du fleuve, pour vous donner une idée, moi, j'en ai fait comme genre de petite association. Alors, c'était les pêcheurs, les gardiens de phare, et puis les pilotes du Saint-Laurent. Vous savez, les bateaux arrivent de l'étranger aux Escoumins, ils changent de pilote. Alors qu'ils l'emmènent à Québec ou à Montréal. Alors, j'ai créé cette genre d'association-là avec eux autres. Plus je parle, vous savez, quand on regarde les gens dans le passé, on regardait les cormorans. Bien, les cormorans, il y avait des nazistes dans ça. Il y avait Adrien Arcan qui avait créé le parti naziste. Le boucher du village. Ah, ben oui, justement. Des chemises brunes, c'est ça. Alors, je parle beaucoup de ça. Alors, qui fait que tout avec les personnages, ça crée vraiment un plaisir de le lire. Les gens, il y a un monsieur, il dit Normand, un de mes amis m'avait dit un jour, il dit Normand, il dit, t'as tellement ton livre. Là. Quand j'ai vu, il me restait à peu près 100 pages à lire. Là. Et je prenais mon temps pour le lire. Il y en a un autre qui dit, moi, je l'ai lu au moins 3 fois. Ce qui est intéressant, la raison qui est intéressante à lire 2 fois, c'est parce que j'ai beaucoup de personnages. Alors, à un moment donné, tu dis, c'est qui, lui? Alors, moi, la raison, c'est que ma 2e édition, madame, ce que j'ai fait, j'ai rajouté la liste de mes personnages. Okay? Oui, on voit ça des fois, oui. J'ai mis la liste de mes personnages. Tout à l'heure, vous me demandiez, voilà, regardez bien ça. Ça, c'est tous des personnages. Alors, vous avez les personnages principaux. Hein? J'ai ici les personnages principaux allemands. Puis, j'ai les personnages historiques. Bon, ce qui est intéressant aussi au niveau des personnages historiques, c'est la venue de Churchill et de Roosevelt au Château Frontenac en 1943. Puis, dans le livre, j'ai un riche financier de la Banque de Montréal. Il vivait à l'île d'Orléans, à Sainte-Pétronille. Vous connaissez l'île un peu, là? Oui. Quand vous arrivez à l'île, c'est la partie côté ouest, la partie ouest. Lui, il y avait une fille qui s'appelait Frances. Elle avait la même maladie que Roosevelt, elle avait la polio. Et M. Roosevelt, dans le temps, avait créé un centre de santé en Géorgie. Puis il l'avait envoyé avoir des traitements au centre de Roosevelt. Alors, Roosevelt, il avait dit, un jour, Francis, si je vais au Canada, je vais aller te voir chez toi. Alors, aller te voir chez toi, ils sont venus, quand ils sont venus pour parler du débarquement de Normandie, Churchill, Roosevelt, sont venus se rencontrer au Château Frontenac. La veille de la rencontre de tout le monde, tout le monde sont partis en délégation, ils ont fait le tour de l'île d'Orléans, puis ils ont été passés l'après-midi dans la famille de M. Porteus. Alors, ça a été... Il y a beaucoup d'événements dans votre livre. Si nous avions 1 heure ensemble, je dis, c'est intéressant à lire. C'est ça. Puis, là, oui, ça se termine en 45, mais vous m'aviez dit que vous écriviez une suite. Oui. Et rapidement, en quelques mots, ça sera quoi cette suite-là? Bien, te dire que je vais peut-être faire des petits, excusez-moi l'expression anglaise, avoir des petits flashbacks à revenir en arrière. D'accord. Mais là, dans mes personnages, j'en ai un, je l'envoie en Europe, parce que j'en ai un qui veut... je ne vais pas tout raconter mon histoire, non, surtout pas. Mais j'en ai la moitié d'écrit. Oui. J'en ai la moitié, puis la moitié, je suis en train de la corriger pour commencer, puis avant de finir la suite. Mais très intéressant. Aussi. Vous savez, faire un flashback, c'est de dire... Tu sais, vous souvenez-vous, dans le temps, vous allez le faire, ça? Alors, on revient en arrière. Parce qu'il y a des choses que j'avais déjà écrites. Quand j'ai fait le premier, mon éditeur m'avait dit, regarde, Normand, il y a trop. Il m'a fait couper 25 000 mots. Fait que les mots que j'ai coupés, il y en a peut-être quelques-uns qui m'ont ramené en flashback. Comment on appelle ça, un flashback? En tout cas, on revient en arrière. On revient en arrière. Eh bien, c'est un récit captivant, passionnant. Oui, est-ce que j'ai un petit mot que je peux vous rajouter? Moi,
Petit, oui. Non, juste pour vous dire que monsieur, notre premier ministre, M. Legault, il a eu Oui. mon livre, puis il m'a envoyé une belle petite lettre. Puis, regarde, c'est ce que je veux vous mentionner, c'est qu'il dit, un petit paragraphe. La bataille du Saint-Laurent durant la Deuxième Guerre mondiale constitue un moment méconnu de l'histoire québécoise. Il me fait plaisir de voir que des auteurs comme vous se l'approprient pour mieux nous faire connaître. Bravo pour cette nouvelle vie que vous donnez au courage de ceux qui ont combattu dans cette guerre. Alors, vous savez, comme vous disiez, les riverains, ben, ils étaient vraiment des patriotes parce qu'ils ont donné, au risque de leur vie, ils ont été sauvés déjà. Bien, merci beaucoup. Là. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont lire votre livre, d'ailleurs, qui est en vente chez Renaud Bré. Renaud Bré, chez Archambault. Il est dans toutes les librairies, mais je sais que chez Archambault, Renaud Bré m'en a vendu plusieurs à date, puis je recommande beaucoup d'aller là parce qu'ils l'ont. OK. Ils Ben, l'ont. Bonne Je sais qu'ils raison. sont là, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Ça a été beaucoup, un madame. plaisir. Ben oui, Maintenant, merci. on va passer à Monique. Oui, alors moi, je vous amène dans un tout autre univers. C'est, je pense que c'est le deuxième volume d'un auteur qui s'appelle Riley Sager. Je ne sais pas si je prononce correctement son nom. C'est un pseudonyme. C'est drôle, moi je pensais que c'était une femme, mais c'est un homme. C'est un ancien journaliste, éditeur et graphiste qui maintenant vit de sa plume. Et cet ouvrage est un best-seller. Il a été publié en 25 langues. Ah. Alors, ça s'appelle La dernière fille. Qu'est-ce que c'est qu'une dernière fille? Bien, dans le langage hollywoodien, la dernière fille, c'est celle qui survit à une tuerie, un massacre. Bon. Et dans ce livre, elles sont trois. Il y a d'abord Quincy, qui est le personnage principal, central du roman, qui a survécu au massacre qui a coûté la vie à ses amis. Ils s'étaient rassemblés dans un chalet en forêt pour fêter l'anniversaire de l'une d'elles. Et un psychopathe les a toutes assassinées, tous et toutes assassinées. Et elle a été sauvée grâce à un policier qui était en fonction et qui est resté d'ailleurs ami avec Quincy. Elle vit maintenant à New York avec son amoureux, qui est un avocat qu'on dit commis d'office. C'est aussi Lisa, qui est psychologue, qui cherche maintenant à aider celles qui ont connu ce traumatisme. Et enfin, c'est Samantha, la plus sombre des trois, et qui a disparu dans la nature. Mais voilà, Lisa se suicide et Samantha décide de refaire surface en contactant Quincy à New York. C'est comme ça que ça commence. Mais nous sommes dans un thriller. Donc, dans un thriller, personne n'est vraiment ce qu'il prétend être. Le doute commence à nous titiller. Hein? Et si Lisa ne s'était pas suicidée? Si elle avait été assassinée? Hein? Et Samantha, est-elle vraiment Samantha? Un journaliste à sensation prétend que non. Et même Quincy, la parfaite, entourée de son chum et du policier qui veille sur elle, est-ce qu'elle dit toute la vérité? Son amnésie concernant les événements, c'est bien pratique, ça. Alors, la tension monte. L'auteur sème de ci, de là des informations qui nous font douter de chacune. Après tout, Quincy, elle est souvent victime d'accès de rage qui peuvent très bien l'avoir transformée en monstre. Et la conclusion nous sidère. Ce n'est pas le genre de livre que vous fermez en vous disant « Oh mon Dieu, je suis encore sous le choc, mon Dieu que j'ai lu un bon livre ». Mais vous en avez pour votre argent. Ça livre la marchandise, c'est un bon thriller. Et moi, j'ai été accrochée jusqu'à la fin et jamais j'aurais imaginé cette conclusion-là. Donc, c'est un bon divertissement que je vous recommande. Bien, merci beaucoup. On va y voir. Maintenant, Micheline? Alors, je vous présente Le cuisinier du dictateur, dont l'auteur est Kenji Fujimoto. Alors, Kim Jong-il, qui est le père du dirigeant actuel de la Corée du Nord, lui, il raffolait des sushis. Alors, il a engagé Kenji Fujimoto pour lui en préparer à profusion. Donc, entre 1988 et 2011, Kenji Fujimoto fréquente l'élite nord-coréenne. Il fréquente, durant ces fréquentations-là, il mène un grand train de vie. Il voyage en jet pour faire ses courses alimentaires autour du monde. Il déguste les mets les plus raffinés, participe à des banquets somptueux. Il vit dans de luxueuses villas. Il se marie, il fonde une famille.
Il est témoin d'excès de toutes sortes là, lors des soirées que le dirigeant du pays offre. Là. Comme par exemple, à un moment donné, le Kim Jong-il dit « Je donne 1 500 $ à celui qui boira 3 fois 100 millilitres de cognac paradis, mais verre après verre, là. OK? Pas 3 soirs de suite, en continu. » Et le cuisinier devait obéir à s'en rendre malade. Il y avait des liasses d'argent devant Kim Jong-il là, qui distribuait ainsi. Kim Jong-il devient le confident de fête, le compagnon de fête, le confident du cuisinier, mais il se méfie aussi de son cuisinier personnel. Kenji Fujimoto, le cuisinier, finit par découvrir qu'il est constamment surveillé tant à l'intérieur de la Corée du Nord qu'à l'extérieur du territoire quand il va faire ses courses. Quand il revient, à un moment donné, il est arrêté, il est soupçonné d'espionnage pour le compte de l'ennemi japonais. On lui lit un rapport très, très détaillé de ses faits et gestes, par exemple, tel jour achète un livre de cuisine, tel jour boit seul une bière au restaurant Y, etc. Il a beau expliquer là, qu'il n'y a aucune mission d'espionnage qui lui a été confiée par le Japon, on ne le croit pas. Il est assigné à résidence et réalise alors que toutes les personnes qu'il considérait comme respectables sont disparues prématurément. Alors, il finit par s'enfuir, prétextant se rendre dans une autre ville là, pour acheter des oursins. Alors, à la postface de son volume, il y a 2 lettres, une datée de 2003, une de 2004, où il s'excuse auprès du cher général Kim Jong-il et le prie d'améliorer les relations entre les nations japonaises et coréennes, de libérer les Japonais emprisonnés en Corée. Il dit qu'il n'y avait aucune intention de semer la zizanie, puis il n'y avait aucune mission d'espionnage. Évidemment, c'est un best-seller au Japon, bien moins en Corée du Nord, c'est bien sûr. On est en février 2020 présentement. Il y a un avertissement du gouvernement canadien là, qui dit « Évitez tout voyage en Corée du Nord en raison de la situation incertaine en matière de sécurité due au programme nord-coréen de développement d'armes nucléaires et au caractère extrêmement répressif du régime. » Alors, c'est ce que l'auteur a vécu et c'est malheureusement ce qui persiste encore. Des notes que j'ai prises sur Wikipédia, mais qui sont quand même documentées. Là. En juin 2019, les médias laissaient entendre que le cuisinier était à nouveau en état d'arrestation. Cependant, un mois plus tard, il aurait été libéré parce qu'il était retourné ouvrir un restaurant en Corée du Nord parce que pas le dictateur, mais le dirigeant actuel de la Corée du Nord, qui est Kim Jong-un, l'aurait gracié. Là. Mais ça reste à suivre. Bon. Merci beaucoup. C'est très intéressant comme fait. Là. Et les photos sont super. Oui, bon. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous parler de « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » de Jean-Paul Dubois, qui a été le gagnant du prix Goncourt 2019. Alors, je vous rappelle que le prix Goncourt, c'est le prix le plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone. Jean-Paul Dubois, c'est un ancien journaliste de 69 ans qui vit à Toulouse. Il écrit depuis une trentaine d'années, mais c'est un écrivain discret. On dit de son œuvre qu'elle séduit par sa délicatesse et sa profonde humanité. Et je vous confirme que son 22e roman, « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », est vraiment un roman avec une belle sensibilité puis beaucoup d'humanité. C'est l'histoire d'un homme, Paul Hanson, qui est emprisonné à la prison de Bordeaux à Montréal pour 2 ans. Et le narrateur dans le livre, c'est Paul Hanson. Il fait des retours en arrière sur sa vie. Ça débute en prison. Il est dans la même cellule qu'un Hells Angel, bien bâti, et qui est quand même un personnage effrayant, mais qui est aussi touchant parce que, oui, il rêve d'ouvrir en deux ceux qui ne lui reviennent pas, mais il est terrorisé par les souris et les ciseaux des coiffeurs. Alors, vous voyez le genre. Paul Hanson, lui, c'est un type bien doux, bienveillant.
on va apprendre seulement à la fin du roman pourquoi il est emprisonné. Parce que tout au long, tu dis comment ça se fait qu'il est emprisonné. Bon. Donc, retour en arrière sur sa vie en prison et à partir de son enfance, parce qu'il y a une mère qui est française, son père qui vient de Skagen. Donc, il est vraiment là multi-ethnique, je dirais. Et c'est un roman là où j'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler, mais c'est un roman nostalgique, profondément humain sur le bonheur anéanti et perdu. Un roman à lire avec une grande fluidité dans le propos, très bien écrit. C'est une histoire qui peut paraître banale, mais vraiment très bien écrite. Puis il y a tellement d'humanité dans ce livre-là, là, je vous le recommande. Aussi une écriture poétique. Éteindre les souvenirs et les lumières d'une mauvaise journée. Je trouvais ça très beau comme phrase, tout ça. Alors, je vous le recommande, c'est vraiment un livre à lire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir été avec nous aussi. Et je vous cite un texte de Céline Legault de Vitamine ta vie. La vie est comme un livre. Certains chapitres sont tristes, d'autres sont heureux et certains sont très intéressants. Mais si vous ne tournez pas la page, vous ne saurez jamais ce que le prochain chapitre vous réserve. Merci, au plaisir de se revoir. Ça fait maintenant une douzaine d'années que je travaille à la TVCBF comme animateur ou technicien à l'arrière. Je fais environ 6 heures par mois présentement. Ça, notre quotidien, puis ça nous permet de... Pendant qu'on fait ça, on ne pense pas à autre chose. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, tu le vois dans leurs yeux, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Mon nom est Bruno Bizier et je suis bénévole.